Le vernissage de la nouvelle exposition Algotaylorisme, Rage Against the Machine de l'espace multimédia Gantner, antenne art contemporain et multimédia de la médiathèque départementale, en partenariat avec la Kunsthalle de Mulhouse, devait avoir lieu ce samedi 5 décembre à Bourogne. Malheureusement, le contexte sanitaire nous contraint, une nouvelle fois, à renoncer à vous accueillir physiquement en nos murs. C'est pour cela que nous vous proposons ce rendez-vous en ligne avec la commissaire Aude Launay pour lancer malgré tout l'événement. Algotaylorisme, dans ce mot valise, contraction des termes algorithme et taylorisme, pointe les formes récentes de l'activité humaine et de son optimisation dans un monde libéral et connecté. À l'ère d'Amazon, Uber et autres entreprises ou plateformes Internet, le travail des êtres humains et celui des machines s'entrelacent de façon inédite. Cette exposition vous permettra de découvrir la manière dont les machines ont été formées à reconnaître et à définir le travail et les travailleurs, la manière dont elles ont été nourries d'idées et d'images, la manière dont elles restituent cet apprentissage dans leurs actions. Il sera aussi question de la façon dont certains êtres humains tentent de réasservir les machines, de contrôler leurs yeux et leurs neurones artificiels pour en faire de simples extensions, avec parfois de réels défis en face à face entre intelligence naturelle et artificielle. Pendant la durée de l'exposition, des rendez-vous en ligne avec les artistes en discussion avec Aude Launay vous seront proposés, ainsi que la diffusion en ligne d'un documentaire ou encore une visite virtuelle à 360 degrés. Ce vernissage en ligne est ainsi un avant-goût de ce que vous pourrez venir découvrir en ligne ou in situ, dans le respect des protocoles sanitaires et en toute sécurité. C'est avec grand plaisir que l'espace multimédia Gantner ouvrira ses portes le 15 décembre 2020. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Merci. Bonjour, bienvenue à l'espace multimédia Gantner pour découvrir en avant-première notre nouvelle exposition. Alors, la question du travail à l'ère du numérique, à l'ère du clic, à l'ère des algorithmes est une question qui avait été effleurée par la pièce d'Elisa Giardina Papa, Technology of Care, que vous avez pu voir dans Sortir du désenchantement du numérique. Et l'exposition, vous pouvez toujours voir le podcast sur notre site web de l'exposition. Et c'est une œuvre qui présentait des entretiens de travailleurs qui vendaient en ligne leurs services. Cette nouvelle exposition, Algotaylorisme, Rage Against the Machine, va nous permettre d'aller plus loin dans cette exploration. Et c'est une question qui est infiniment contemporaine et qui nous pose beaucoup de questions en ce moment. Nous allons rejoindre Aude Launay, commissaire de notre exposition, pour en savoir un peu plus. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si on est un petit peu par les médiations de la technologie. La première œuvre qui ouvre l'exposition, c'est une pièce d'un artiste américain qui s'appelle Zachary Formwalt et qui nous permet d'approcher la question qui est extrêmement contemporaine, comme le disait Valérie, d'un point de vue historique, parce qu'évidemment, ce n'est pas une question qui se pose depuis assez peu de temps, comme on pourrait le croire et comme les médias tendent à essayer de nous le faire croire. Et donc la pièce de Zachary Formwalt, c'est un film qui se base sur des documents historiques, donc, et notamment qui prend pour point de départ quatre photographies qui ont été faites par Henry Fox Talbot en 1845, 4 photographies du Royal Exchange de Londres, donc la bourse de Londres, qui avait la particularité donc, de ne pas pouvoir présenter la foule autour de la bourse, qui en fait était évidemment très présente. Et donc sur ces photographies, on voit le bâtiment, mais on ne voit absolument pas la population ni les voitures à cheval qui sont autour. Évidemment, à l'époque, la photographie n'avait pas encore les possibilités techniques d'une capture relativement rapide, et donc le manque de vitesse empêchait la photographie de fixer le mouvement humain. Marx parle aussi de cette question justement dans ses manuscrits de Paris parus 3 ans plus tard en 1848 et explique justement ce lien entre l'idée de la photographie et l'irreprésentabilité du capital. Aujourd'hui, on est toujours dans le même cas, étonnamment, ce qui fait que même si la photographie a acquis une vitesse beaucoup plus importante évidemment qu'à l'époque, le capital reste, lui, par contre, invisible, puisque les mouvements de capitaux maintenant sont principalement électroniques. Et donc, on a à la fois cette continuité de la question qui se pose, et en même temps, la photographie, par contre, a permis de fixer le mouvement humain assez rapidement, et de manière concomitante à ces progrès dans la vitesse, avaient lieu aussi justement les études sur le temps et le mouvement des ingénieurs Taylor et Gilbert,
qui ont ensemble contribué réellement à l'émergence de la question de la division du travail. Et en optimisant le rendement et donc la productivité humaine par le biais de la photographie, on changé évidemment le processus de production et d'accumulation du capital. Donc là, on est vraiment dans une introduction très très historique au sujet, et ensuite on va passer à l'époque absolument la plus contemporaine, avec pour commencer une œuvre de Sam Lavigne, un autre artiste américain. Alors ici, en fait, Sam a tout simplement entré sur Alibaba, la plateforme de commerce chinoise, des mots-clés. Et donc, moi, j'en ai choisi deux dans la série qu'il a utilisée. Le tout premier, c'est Travail humain, Human Labor. Et donc, on voit les résultats de ces recherches, donc des travailleurs qui vendent leur force de travail, mais principalement, en fait, évidemment, sont pas des individus, ce sont des entreprises qui vendent soit de la force de travail, soit carrément des employés, en fait. Et donc, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on peut trouver, par exemple, des travailleurs, des ouvriers de construction, qui sont à vendre par 10 pour 4 500 $, des serveurs qui sont à vendre par 5 pour 3 000 $, etc. Ce qui est aussi évidemment fascinant, c'est que ces images n'ont évidemment pas été postées donc, par les travailleurs eux-mêmes, donc ce sont soit des images de stock d'images, soit des images qui ont été un petit peu appropriées, voire carrément volées, on peut le dire, sur Internet, et surtout qui ont été annotées par d'autres travailleurs, donc des micro-travailleurs, des travailleurs du clip, comme l'évoquait tout à l'heure Valérie, qui sont donc évidemment légion maintenant. Le deuxième mot-clé sur lequel Sam s'est appuyé, c'est Labor Camp, donc camp de travail. Et là aussi, on a en fait toute une série... En face, nous avons une pièce de Johanna Moll, artiste espagnole, qui a fait l'expérience, tout simplement, une expérience que tout le monde a quasiment pu faire, je pense, désormais, c'est-à-dire un achat sur Amazon. Alors Amazon, évidemment, je pense que maintenant tout le monde connaît, le méga site d'achat en ligne. Johanna, en fait, a décidé tout simplement d'acheter le livre, la biographie de Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, sur le site, et a enregistré son expérience d'achat. Donc en fait, le processus d'achat que donc, tout le monde a à peu près, je pense, pu faire, consiste en une douzaine de clics, le temps d'arrivée du produit que l'on souhaite acquérir à la finalisation de la commande. Et donc cette douzaine de clics mène l'utilisateur consommateur au fil d'une douzaine d'interfaces. Ces interfaces, évidemment, donc, sont des pages web qui s'affichent assez normalement avec des images, etc., mais qui, évidemment, sont aussi l'occasion d'accumuler le plus de données possible sur le consommateur, donc que ce soit de la localisation géographique, son intérêt pour certains produits qu'il a pu déjà consulter avant sur le site d'Amazon et qui sont tout de suite connectés à son prochain achat. On a évidemment les données bancaires, etc., et en fait, toutes ces interfaces, la quantité finalement nécessaire de code derrière ces petites pages web qui semblent assez simples et assez ludiques, en fait, pleines d'images, représente quelque chose comme 10 484 pages A4. Donc, que nous avons ici imprimé pour vraiment les figurer de manière très très claire. On est aussi évidemment dans l'esthétique du travail de bureau, puisque la page A4 imprimée noir et blanc, voilà, c'est vraiment ce qui évoque le travail d'une manière aussi très contemporaine. Et Johanna, en fait, a aussi surtout souhaité montrer que, évidemment, à la fois, donc, le consommateur va donner de ses possibilités financières, si on veut, pour acquérir un bien sur Amazon, va aussi offrir ses données finalement en pâture à l'entreprise. En un sens, travailler pour l'entreprise, puisque voilà, donc il lui offre en tout cas des nouvelles possibilités d'exploitation financière, et pour ce faire, va surtout contribuer lui-même financièrement à sa propre exploitation, puisqu'il va évidemment assumer les coûts électriques
de l'énergie, voilà, en tout cas nécessaire à tout ce processus d'achat. Ce qui est donc enregistré par l'artiste ici et qu'on a pu voir à l'écran tout à l'heure et qui représente donc pour ce processus d'achat d'un seul ouvrage environ 30 Wh. Donc on va découvrir cette autre salle. Là, on termine le premier chapitre de l'exposition qui s'intitulait donc L'humain comme chair à machine. Ici, on a un film de Julien Prévieux qui présente des acteurs, donc là des acteurs professionnels qui incarnent des algorithmes à l'entraînement. Donc, ce qui est assez fascinant en fait finalement dans le discours technologique, c'est que les algorithmes, donc on utilise toujours cette métaphore sportive de l'entraînement, alors que finalement, évidemment, ce sont juste des machines que l'on nourrit de données, mais elles ne sont pas spécifiquement entraînées comme un corps physique. Donc là, les acteurs incarnent réellement ces algorithmes à l'entraînement comme de vrais sportifs de haut niveau. Et en fait, le film ressemble aussi à la fois à une pièce de théâtre absurde. Le texte est complètement fascinant, mais en fait, le texte n'est absolument pas artificiel. Ce sont réellement des textes utilisés pour entraîner donc, ces algorithmes, donc notamment des algorithmes de négociation commerciale qui ont des dialogues que vous pourrez entendre un peu plus aisément plus tard en ligne, voilà, assez absurde et assez fascinant. Alors on passe ensuite au deuxième chapitre de l'exposition qui s'intitule « Mécaniser l'humain pour mieux soumettre la machine ». Nous avons à nouveau une œuvre de Sam Lavigne qui reprend cette fois-ci non pas une plateforme commerciale comme tout à l'heure, mais la base de données de Microsoft qui s'intitule COCO pour Common Objects in Context, donc une base de données d'images en fait qui ont été appropriées par l'entreprise sur le web, donc principalement sur Flickr, donc des photographies privées pour la plupart, postées par un peu tout un chacun. Et ces images en fait ont été elles-mêmes annotées à nouveau par des micro-travailleurs ou des travailleurs du clic en tout cas, qui avaient pour mission de détecter et de reconnaître en fait les postures des personnes qu'on pouvait voir à l'image et de les figurer par des traits comme ça extrêmement abstraits et de manière en fait à ce que la machine les reconnaisse. Donc on est vraiment dans un langage machinique. Alors ici, évidemment, la machine elle-même ne visualise pas les traits parce que la machine ne voit pas comme un œil humain, mais elle comprend le langage des pixels. Ceci dit, voilà, c'est pour figurer le travail qu'ont fait ces micro-travailleurs qu'on voit les traits à l'écran. Et donc l'idée ici de Sam Lavigne, c'est de retourner en fait ce processus et pour cette fois de volontairement s'inscrire, si l'on veut, dans la base de données. Alors évidemment ici, on n'est pas dans la base de données publique de Microsoft, donc en fait, enfin publique liée à l'entreprise. Évidemment, toutes les données des visiteurs resteront internes à la base de données de l'artiste. Ceci étant, voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir s'inclure volontairement dans la base de données en rejoignant en fait les postures qu'on peut voir sur les images. Et à chaque fois qu'une posture est réussie par, voilà, bravo, une fois qu'une posture est réussie, en fait, elle est intégrée à la base de données de l'œuvre. Sur le sujet de la reconnaissance de position et de posture du corps, dans un autre projet d'un artiste slovène cette fois-ci qui s'appelle Sacho Sedlacek, et l'œuvre s'intitule Oblomo. Alors ici, en fait, on a à la fois une interface web accessible à tous, soit depuis un smartphone, un ordinateur, une tablette chez soi, dans l'espace d'expo, etc., qui permet en fait de gagner de l'argent en ne faisant rien. Donc l'idée, c'est vraiment de rester le plus immobile possible. Le détecteur de posture détectera uniquement l'immobilité, voilà, et plus on est immobile, donc plus ça fonctionne bien. Si le moindre mouvement empêche la mise en place, la mise en marche de l'interface, pardon.
Et donc voilà, en fait, plus on reste immobile, plus l'interface s'active. Et donc, on commence à miner une crypto-monnaie interne au projet qui s'appelle l'Oblomocoin, en hommage à Oblomov, le héros le plus paresseux de l'histoire de la littérature, héros du roman de Ivan Goncharov. Donc, on a à la fois une installation participative. Ensuite, on peut échanger ces Oblomocoins sur une place de marché aussi interne au projet. Et donc, contre ces Oblomocoins, on peut obtenir des objets tout à fait ravissants, du merchandising lié à cette nouvelle monnaie, mais aussi des services. Donc, on peut tout à fait échanger sa propre paresse ou son propre temps de repos contre la force de travail d'autres personnes qui, par exemple, proposeraient de laver votre voiture ou tondre votre pelouse ou faire toutes ces choses assez ennuyeuses que chacun préférerait ne pas faire, et surtout le dimanche, surtout un jour, toutes ces activités comme ça qui correspondent à l'envahissement du temps de repos. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous minez sur le site web, vous pouvez venir, si vous créez votre porte-monnaie, venir retirer certains de ces objets à l'espace multimédia conteneur. Donc là, on s'est rebellé de manière assez ironique et ludique, en fait, pour l'instant. Mais là, on va arriver sur des sujets un petit peu plus sérieux aussi. On retourne un petit peu en arrière tout de suite avec une pièce de Silvio Lorusso, un artiste italien qui est aussi designer et qui ici présente un tout petit extrait du texte assez célèbre du discours, en fait, de Mario Savio, donné en 1964 à l'université de Berkeley. Mario Savio était en fait un activiste qui était le leader aussi, enfin l'un des leaders en tout cas du Free Speech Movement et d'une révolution contre déjà l'envahissement de la vie professionnelle par l'informatique, qui évidemment transformait déjà les êtres humains en simples nombres, même si on était évidemment encore à l'époque uniquement à l'époque des ordinateurs qui fonctionnaient avec des punch cards et non numériquement comme aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était vraiment le premier discours officiel contre l'over-numérisation, si on veut, de la vie professionnelle. Voilà, donc le texte, je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement à l'écran, donc en gros, il dit, voilà, nous sommes des êtres humains et nous allons nous rebeller contre les machines et nous ne serons jamais libres tant que les machines prévaudront sur notre travail. Et cette pièce forme aussi une introduction à ce que nous allons voir tout de suite. Une installation de Cassie Thornton, une autre artiste américaine qui parle en fait de la situation à San Francisco principalement, ce qui me permet en fait d'élargir aussi toute notre question du travail numérique à des sujets finalement très très liés mais qu'on évoque un peu moins en lien en général, c'est-à-dire par exemple la gentrification évidemment de certaines villes ou de certains quartiers par les startups et par les entreprises extrêmement florissantes. Donc ici en fait à l'écran on a pu apercevoir la tour Salesforce. Salesforce, c'est la plus grande entreprise au monde de logiciels de gestion de ressources humaines, qui est notamment vraiment aussi responsable de la gentrification évidemment avec tout un tas d'autres compagnies de San Francisco et du fait que énormément de gens ont été évincés de leur domicile et évincés même de la ville. From the financial district, which is actually too expensive for me to even touch. Like, I wear my real estate everywhere I go because it makes me feel less homeless. Anyway, I hope you guys enjoyed this video. If you want to feel beautiful and not homeless, just check it out. Bye guys! Donc l'artiste a en fait récupéré sur le chantier de la tour, à l'époque où elle était en construction en 2015, une quarantaine de kilos d'argile qui se trouve donc dans le sous-sol de cette tour et qui notamment a été responsable de l'enfouissement prématuré de la tour, puisque très très rapidement la tour a commencé à s'enfoncer légèrement dans le sol. Ses fondations aussi ont commencé un petit peu à se fissurer
Et donc ça a été aussi évidemment un scandale puisqu'on était avec le bâtiment, en fait, la deuxième tour la plus élevée au monde au moment de sa construction. Donc l'artiste s'est introduite en fait sur le chantier et a soudoyé, si on veut, certains ouvriers qui lui ont tout simplement demandé une douzaine de cheeseburgers McDonald's en échange en fait, du service de lui donner un peu d'argile. Elle a surtout été introduite sur le chantier par l'une des ouvrières aussi qui était responsable de la circulation sur le chantier. Cette ouvrière, je trouve que c'est très intéressant de le mentionner, elle travaillait donc à l'époque 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Elle a travaillé pendant plus de 3 ans sur ce chantier avant qu'un accident en fait, la prive de sa force de travail et donc elle a été licenciée sans assurance maladie. C'est le cas évidemment, pas uniquement de cette personne mais d'énormément de gens qui travaillent aussi dans la Bay Area et la Silicon Valley. Et avec Cassie Stanton, nous avons décidé de leur rendre hommage, évidemment, de rendre hommage aussi à cette argile qui est un peu en train d'essayer de reprendre le dessus sur l'hyper-financiarisation et gentrification de cette région, en essayant voilà, de détruire certains des bâtiments emblématiques finalement de la réussite folle financière de ces entreprises, en créant une plaque qui va être donc installée au pied de la tour dès que le cours normal du travail aura repris après cette crise sanitaire qui n'était pas du tout prévue dans le projet. Voilà. On va présenter aussi juste à côté un peu de cette argile. Donc on a réellement cette argile la plus chère du monde en provenance voilà, du sous-sol de San Francisco et du quartier financier dans l'exposition. À la fois présentée évidemment comme tout le monde un peu imagine l'argile en général, c'est-à-dire des masques de beauté, qui font écho justement à une performance que l'artiste a déjà donnée à San Francisco, où elle proposait en fait sur le marché des soins à des employés de Salesforce pour leur permettre en fait un moment de détente et surtout de discuter de leur rapport à l'argent, de leur rapport à cette ville, de leur rapport à son sous-sol et donc tout simplement de leur situation financière personnelle et de leurs idées. On a aussi finalement un objet assez emblématique de ce qu'on imagine nous par rapport à l'argile, des souvenirs d'enfance en fait, puisque c'est un collier fait main qui voilà, est le type d'objet qu'on peut fabriquer à la maternelle, et en même temps voilà, ce collier est donc fait de l'argile la plus chère du monde. On poursuit la visite dans la dernière salle. Et on repasse rapidement sous les palmiers pour conclure l'exposition avec une artiste de Los Angeles cette fois, Lauren McCarthy, dont nous présentons ici une trilogie d'œuvres qui va commencer par la vidéo qui porte son nom, Lauren, pour laquelle en fait elle a réalisé une performance il y a quelques années qui était une performance de remplacer, si l'on veut, Alexa, c'est-à-dire les assistants personnels numériques que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Elle s'est comme ça invitée, si l'on veut, chez des personnes volontaires évidemment, pour remplacer leur assistant numérique. Donc elle leur donnait l'heure, le temps qu'ils faisaient, elle les assistait dans leurs questions plus personnelles, etc. Et ensuite, un deuxième volet de ce travail a été la performance Someone, qui permet en fait, exactement dans la continuité de ce travail, à un peu tout un chacun, en tout cas aux visiteurs de ces expositions, de prendre sa place et justement d'incarner eux-mêmes l'Alexa d'inconnus, en tout cas de personnes qu'eux ne connaissent pas. Donc la pièce procédait par d'abord une petite annonce qui cherchait en fait des volontaires pour mettre à disposition leurs appareils domestiques connectés, donc que ce soit la Smart TV, le chauffage intelligent, l'humidificateur, le ventilateur, etc. Enfin, tous ces objets de domotique maintenant qui sont présents dans les domiciles, les hôtels, les appartements, etc. Et donc, ces personnes étaient connectées en permanence à une interface accessible aux visiteurs de l'exposition. Et tout visiteur peut venir s'asseoir
et tout simplement commencer à se connecter à l'ordinateur. Et la personne, si elle a besoin de quelque chose, en fait, elle va dire « Hey, someone », puisqu'elle ne sait pas évidemment à qui elle s'adresse. Et moi, ou n'importe qui, peut lui répondre avec évidemment le chat, mais aussi même par la voix. Et je peux aussi directement interagir sur voilà, ces objets domestiques connectés. Donc là, ce sont vraiment des personnes qui ont répondu présent par petite annonce et qui n'étaient pas forcément voilà, des personnes ni familières de l'art contemporain, ni familières du travail de l'artiste en lui-même. Et pour terminer, une troisième pièce est aussi présente dans l'exposition, mais vous ne la verrez pas, parce qu'il s'agit d'une expérience VR qui s'appelle I.A. Suzy, que l'artiste a réalisée en collaboration avec un autre artiste, David Lennart. Et là, c'était carrément le résultat d'une performance de 15 jours pendant laquelle les deux artistes ont pris les commandes comme ça de la vie, si l'on veut, d'une personne de 80 ans vivant à San Francisco. Et là, on aborde vraiment ce qui m'intéressait aussi dans les dimensions futures en fait, de cette technologie qui tente vraiment aussi à se démocratiser aujourd'hui, c'est-à-dire le soin évidemment de nos aînés et des personnes qui restent le plus longtemps maintenant possible à leur domicile et qui sont très seules et qui souvent, voilà, à la fois manquent de compagnie, manquent aussi d'une personne pour les accompagner dans la prise de leurs médicaments, etc. Enfin, en tout cas, donc, tous ces petits détails de la vie quotidienne qui leur permettent de se sentir mieux. Et en même temps, voilà, on est dans quelque chose de très, très troublant puisqu'on a ces personnes qui sont à la fois ravies d'avoir cette compagnie qui est en même temps complètement numérique et en même temps, évidemment, pas... Je dis complètement numérique, mais c'est complètement faux en fait ce que je dis, puisque justement on a l'impression qu'elle est complètement numérique, mais on a évidemment derrière ces interfaces qui semblent lisses et électroniques, d'autres travailleurs humains qui sont là pour assister le programme, pour le faire fonctionner au mieux, pour parfois tout simplement écouter et vérifier que tout se passe bien. Merci Aude pour cette visite. Donc vous l'avez compris, encore pas mal de choses à découvrir si vous venez nous voir. Donc on espère bien ouvrir le 15 décembre au public, en présentiel comme on dit maintenant. Et puis je vous rappelle que aussi on va, donc cette visite sera, vous pourrez la revoir aussi sur YouTube. Il va y avoir un entretien avec Aude. Vous allez pouvoir aussi découvrir la visite virtuelle. Et puis on a, enfin en tout cas, Aude nous a concocté un super programme de discussion avec les artistes en visioconférence. Ça, on vous donnera toutes les informations sur notre site web. Ça va permettre aussi, parce que malheureusement les artistes n'ont pas pu venir monter, installer leurs œuvres, d'avoir aussi leur point de vue sur cette question-là. Donc rendez-vous à l'espace multimédia Gantner en présentiel et puis sur les réseaux sociaux, sur notre site internet pour voir tout ce qu'on vous a réservé pour cette belle exposition, très pertinente aussi et qui n'est pas que intellectuelle, elle est très ludique. On a pu l'expérimenter avec des enfants hier. Merci pour votre attention et à très vite. Merci.